Madame, Monsieur, bonjour. Heureux de vous retrouver dans ce 25e numéro de LSA Direct. Nous recevons aujourd'hui celui qui a les clés de notre garde-manger. Un garde-manger que certains, visiblement, voudraient voir se vider. Avec nous, sur ce plateau, en direct, le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural. Abdelhamid Hamdani, bonjour. Bonjour. Et cette première question, que s'est-il passé à l'OAIC? Limogeage de son patron. Une enquête est ouverte sur cette histoire d'achat de blé lituanien contaminé, donc je n'empiéterai pas sur les procédures, mais tout de même, du blé contaminé par ces temps d'inquiétude sanitaire avec la Covid-19, ça rajoute un peu d'inquiétude à l'inquiétude. Très bien, donc s'agissant du dossier de l'OAIC, plus précisément, c'est le blé lituanien. Donc d'abord je précise que c'est une opération commerciale, donc c'est qui engage deux parties, à savoir l'OAIC et l'autre partie de l'autre côté. Et je précise aussi que toute transaction commerciale obéit, bien sûr, à des conditions sanitaires, mais beaucoup plus. C'est un cahier des charges qui régit ce type de transaction. Il s'avère qu'à l'issue d'un certain nombre de contrôles, que le blé n'était pas, comme le dit bien le cahier des charges, en précisant qu'il doit être sain, loyal et marchand. Donc il n'était pas sain, loyal et marchand. Pour des grains enrobés, des analyses ont été engagées. Il s'avère qu'effectivement, ça confirme qu'il y a du blé enrobé. Donc des procédures ont été engagées. Le dossier suit son cours, donc il est encore en instruction. Des responsabilités très certainement vont être situées. Juste pour la précision, hein, pour le profane, on est nombreux. Qu'est-ce que vous entendez par blé enrobé? Le blé enrobé, donc c'est un blé, suite aux analyses, qui s'avère qu'il est touché par un fongicide ou un pesticide. Un pesticide. Voilà, fongicide ou un pesticide. Donc, je pense qu'il faut laisser les résultats des analyses se terminer, les procédures se terminent pour voir le degré de gravité de ce fongicide ou de ce pesticide. Néanmoins, il reste entendu que c'est un blé qui ne devait pas, qui n'était loin d'être loyal, sain et marchand. Donc, on situera les responsabilités, que ce soit au niveau local ou de l'autre côté, parce qu'il faut savoir que chaque blé, avant son embarquement, il y a des bureaux d'études et des experts qui sont payés par l'OAIC pour vérifier et attester que le blé est sain, loyal et marchand. Ça, à l'embarquement. Il s'avère qu'au débarquement, il y a une cale où apparemment il y aurait des problèmes. Des analyses, l'instruction est en cours et les responsabilités seront situées aussi bien pour le côté local que pour le côté fournisseur. Bon, je note quand même au passage, il ne s'agit pas de faire du one to threes, mais je note quand même qu'il a été récupéré, que cette quantité a été récupérée avant qu'elle ne soit donc mise sur le marché de manière effective. Le bateau est encore en cale, sur cale. Le tonnage qui est sorti, donc il a été suivi. Une bonne partie est déjà mise sous quarantaine, donc il y a encore des analyses et une éventuelle saisie. Quant au blé qui a fait l'objet, une petite partie qui a fait peut-être l'objet de trituration au niveau des minoteries, des attestations et des certificats de qualité ont prouvé que pour cette cale-là, il n'y a pas de problème particulier quant à sa qualité. Pour le reste, il est sur cale, il est sous scellé, il est sous quarantaine. Il n'y a aucun problème là-dessus par rapport à la santé. Et il y a une enquête qui suit son cours. Il y a une enquête qui suit. Je ne suis pas particulièrement parano. Mais dès que vous avez lancé au niveau de votre ministère votre projet de développement des cultures stratégiques, à partir du moment où vous êtes attaqué à ce que j'appellerais le triptyque blé tendre, huile et poudre de lait, ça s'est mis à bouger quelque part et même parfois à bouger violemment, non? Ça a bougé, ça commence à bouger et j'imagine que ça bougera toujours. Pourquoi? La stratégie qu'on a, la feuille de route et la stratégie du secteur de l'agriculture aujourd'hui n'est pas dans beaucoup plus la valorisation des productions que nous avons. Nous nous sommes dit, il y a une ardoise assez importante qui pèse lourdement sur la balance commerciale, particulièrement sur les cultures stratégiques, et c'est là où il faut intervenir. Donc nous avons mis ce programme à l'horizon 2024
pour intervenir sur les filières stratégiques, notamment les huiles, le lait, les blés, le maïs, le sucre, le colza que nous venons de lancer d'ailleurs, et c'est une première pour notre pays. Évidemment, je le dis, évidemment, quand on engage des programmes et des stratégies de ce type, il y a très certainement des intérêts qui sont touchés. C'est tout à fait légitime et c'est tout à fait normal. À nous de savoir comment mener, conjointement avec l'ensemble des opérateurs, conjointement avec l'ensemble de la profession et de l'interprofession. C'est une stratégie nationale. Il est évident, et on est à un virage décisif, il est évident qu'il y a lieu de diminuer nos importations, de rationaliser nos dépenses, maintenant plus que jamais, et on est à un virage décisif. Je vais entrer dans le détail, justement. Voilà. Concrètement, les investissements, vous me corrigerez hein, si mes chiffres ne sont pas les bons, les investissements dans ces filières dites stratégiques, je pense plus particulièrement à la production de blé, vous en attendez à peu près comme ça, hein, à la louche, 1 milliard de dollars. Oui. D'accord. Et 500 millions de dollars des huiles tirées du colza. Oui. J'ai encore tout bon jusque-là. Oui. Ça gêne qui, cette perspective de fructification? Nos partenaires traditionnels et historiques en matière d'importation de blé? Vous savez, Rida, nous sommes importateurs importants de ces produits. Quand je parle de l'importation, je peux aussi parler des autres segments, ou des autres filières, ou des autres produits. L'importation, elle ne se fait pas à sens unique, évidemment. Donc, quand on commence à... Et nous avons les pays là où nous importons, pays qui s'inscrivent de plus en plus dans des saturations plus évidentes maintenant qu'avant. Le marché mondial étant en évolution aujourd'hui, il évolue d'une autre façon. Je pense qu'avec la présence de la Chine et de grands pays aujourd'hui sur le marché mondial perturbe un peu cette carte. Nous arrivons, nous, pour dire, en tous les cas, nous sommes tenus, à l'horizon 2024 au moins, de produire à la limite, d'assurer à la limite 30, 40, voire 50% de nos besoins par rapport à ces produits. Ces 30, 40, 50 besoins de ces produits, si on devait les produire, on doit les produire chez nous, c'est qu'on doit les soustraire de quelque part. On doit les soustraire d'une production mondiale, on doit les soustraire d'un marché international, on doit importer moins, on doit renflouer plus nos caisses. Ben, je vous laisse le soin de deviner la suite. Donc c'est très certainement, et je considère pas ça comme un tabou, c'est tout simplement, c'est gagnant-gagnant, chacun a le souci et l'intérêt de son pays. Je pense qu'il faut s'inscrire dans cette démarche avec lucidité, avec pragmatisme, avec bonne visibilité, avec vision. Le reste, à mon avis, ça fait partie du puzzle, ça fait partie du jeu, et c'est tout à fait normal, et c'est tous les pays qui fonctionnent comme ça. Ceux qui font partie du jeu, parce que c'est une émission interactive, ce sont aussi les téléspectatrices et les téléspectateurs. Et sur cette question du blé, je vais en intégrer une autre de questions qui vient de nous parvenir des internautes qui nous suivent donc en ce moment en direct. Et leur question est récurrente et je suppose qu'on a dû vous la poser très souvent. Je vous la pose. Comment nous sommes-nous arrangés pour passer du statut de grenier à blé de la France et de l'Europe à celui d'importateur de blé d'Europe et principalement de France? C'est une question qui mériterait peut-être plus de temps pour y aller dans le détail. Assurément. Mais je donnerai quand même quelques repères. C'est vrai qu'on était qualifié d'un pays comme étant le grenier, plus particulièrement de la France, mais il faut se mettre dans le contexte où ça s'est dit, où ça s'est fait. Nous étions dans un contexte, de par le nombre de population et de l'économie mondiale qui était loin d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Cela ne justifie pas pour autant qu'on devienne importateur de ce produit. Mais il y a quand même un recadrage à faire. Nous parlons du blé tendre. Nous ne parlons pas du blé dur. Donc, toutes les politiques et les stratégies qui se sont suivies par la suite, on a orienté un peu, beaucoup plus vers le blé dur. Donc, même quand on regarde aujourd'hui, c'est une chose sur laquelle nous travaillons au ministère de l'Agriculture, pour dire qu'à la limite, il faut créer un équilibre. Il ne faudrait pas donner tous les avantages à un produit ou à une filière, de telle sorte à trouver un peu que tout le monde s'oriente vers ce produit au détriment de l'autre. Donc, je soutiens plus le blé dur au détriment du blé tendre. Fatalement,
on va y aller, le gros va y aller vers le blé dur. Et d'une. De deux, il y a un peu la considération technique aussi. Et on y revient, parce qu'il faut travailler aujourd'hui sur des pôles agricoles, sur une carte agricole. On ne devrait pas se permettre aujourd'hui de produire n'importe quoi, n'importe où. Je sais que vous êtes en train, alors indiscrétion, oui. Parenthèse, vous êtes en train de travailler, mais dans le détail, c'est-à-dire oui. sur une cartographie Absolument. Du territoire. Absolument. Vous confirmez? Absolument. Nous travaillons sur une cartographie agricole du territoire, en implantant les pôles au plan, en tenant compte des changements climatiques. Et des spécificités régionales. Des spécificités régionales, c'est ce que moi j'appelle des régions de prédilection pour un produit ou un autre, mais en tenant compte aussi des changements climatiques et du développement durable et de la fragilité de certains écosystèmes. Donc nous sommes en train de travailler sur ça pour dire, à titre d'exemple, il faut revenir à ça. Si vous faites du blé tendre ou du blé dur dans sa région de prédilection, dans sa zone de vocation, il est évident qu'en termes de soutien, d'accompagnement des pouvoirs publics, vous pouvez l'avoir et l'avoir fortement. Mais si vous faites autre chose, vous êtes libre. Nous ne sommes pas là pour dire... Nous ne sommes plus dans l'ère des plans de production. Mais à la limite, on vous accompagnera très peu, voire pas du tout. Je rappelle qu'il y a des pays qui fiscalisent. Vous êtes dans une région, dans un autre pays, où vous êtes tenu de faire du blé tendre et du blé dur, parce que la balance commerciale en dépend, les conditions techniques en dépendent, les conditions climatiques en dépendent. À ce moment-là, si vous le faites au niveau de cette région, on vous accompagne fortement, ou voire même, on vous défiscalise. Le contraire est aussi bon, et aussi vrai. Ouais. Donc, je pense que c'est une forme de régulation basée sur des indicateurs économiques, sur des indicateurs techniques, sur des indicateurs climatiques, et c'est ça qui va nous donner cette nouvelle cartographie qui va être le socle de mise en œuvre de cette stratégie que nous voulons. En attendant, il y a l'actualité immédiate, il y a cet ambassadeur russe à Alger, un diplomate très actif ces derniers jours. Alors je l'ai entendu dire, je le cite de mémoire, la Russie est intéressée par les produits agricoles algériens. C'est bien. Mais j'ai aussi entendu chez nos confrères de la radio Chaîne 3, l'un des responsables du cluster exportateur, ici, chez nous, dire lui aussi à peu près ceci, un container vers la Russie, c'est en moyenne 20 jours, à peu près. Et en plus, il dit, nous avons découvert avec surprise, sans avoir été avertis, l'augmentation des tarifs du fret. Le fret a augmenté. Voilà, du coup... Il le dit, nous sommes contraints de rester sur des produits traditionnels à l'export, la pomme de terre, l'oignon et la date. Ça freine un peu cet enthousiasme exprimé par l'ambassadeur et aussi par les opérateurs. Enfin, moi, honnêtement, je commente pas les avis et les visions de tout un chacun, mais tout simplement ce que j'ai à dire. Si les Russes, si l'ambassadeur russe affiche son intéressement pour les produits algériens, ce n'est pas un hasard. C'est que ça reste des produits aujourd'hui. Au lieu de dire bio, je préfère dire naturel, qui ont une certaine spécificité, parce que le biologique, c'est autre chose. Mais disons, ils ne sont pas loin, nos produits ne sont pas loin. Enfin, on me dit qu'ils sont pratiquement bio par la force des choses, parce que les produits qui sont utilisés sont trop chers pour l'instant. Très bien, ils sont bio de par le processus qu'on applique. À un moment, dans les agricultures intensives, on nous avait dit, vous n'utilisez pas trop, vous n'intensifiez pas trop. Le temps, peut-être, nous a donné raison, et c'est bien. Il ne faut pas dire qu'il faut s'arrêter là. Mais et combien le marché russe est exigeant. Mais si l'ambassadeur russe, et je l'ai entendu aussi, et il a exprimé ce besoin officiellement auprès du ministère de l'Agriculture, et c'est bien, ça veut dire tout simplement que nous avons des produits qui peuvent conquérir des marchés extérieurs. C'est un challenge. C'est un challenge. Ils peuvent conquérir des marchés extérieurs. À nous d'asseoir une stratégie, une approche, un plan opérationnel pratique, de telle sorte à donner un peu plus, je dirais plus d'intérêt, plus de priorité, plus d'avantages, qu'il s'agisse du fret ou d'autres choses. L'essentiel, c'est qu'on sait ce qu'il ira
Il faut s'inscrire dans cette dynamique d'exportation. On ne peut plus, je cite la pomme de terre ou les autres produits maraîchers qui sont d'une qualité avérée aujourd'hui. Donc, si c'est un marché russe ou un marché chinois, je pense que la balle est chez nous. Et c'est à nous de mettre en place, des dispositifs qui puissent répondre à cette commande. Et puis ça va casser une sorte de chantage qui nous enfermait dans un schéma restreint géographiquement. Absolument. Nous avons aujourd'hui le marché, nous parlons du marché russe, et nous avons d'autres marchés. Nous avons le marché africain, nous avons le marché du Moyen-Orient. C'est des produits qui sont sollicités, qui sont demandés, qui sont très marchands, qui sont compétitifs, qui ont une qualité. Je ne parle pas de tous les produits, mais il y a des produits phares aujourd'hui que nous pourrons placer facilement. Je pense que c'est ça une forme de valorisation de nos produits. Il faut arrêter de dire nous avons produit un excédent. Bon, un excédent qui devient problématique par la suite. Ça, on va y venir tout à l'heure. Oui. J'ai un excédent que je vous réserve pour la suite et qui deviendra problématique, mais on n'y est pas encore. Mais moi, j'optimise ce type d'initiative, j'optimise. Et ça ne peut que nous réconforter au ministère de l'Agriculture pour dire, tiens, nous produisons, et c'est des produits qui sont conviés par d'autres marchés, et des marchés importants. Je pense que c'est tout le monde, tout secteur confondu, tout opérateur confondu, et on doit s'inscrire dans cette dynamique et non pas y aller sur des freins, combien même ils existent. Mais ces freins, ils sont à notre portée. S'il y a une augmentation du prix du fret, personne ne nous a obligés à augmenter le fret. C'est vrai. C'est de la compétitivité, c'est des charges et c'est une évaluation économique. Et puis ça reste local, on peut influer. J'ai besoin de votre expertise sur des questions encore plus techniques, sur le lait plus particulièrement. Alors, nous détenons le record de la consommation au Maghreb, vrai? Oui. Bon. À l'heure où partout dans le monde, les instances sanitaires tirent le signal d'alarme sur les dangers des lactoses et du lait, plus particulièrement sur la santé publique, peut-on, chez nous, c'est ça que je vous pose la question, de changer les habitudes de consommation et réduire les effets désastreux du lait sur la santé publique? Il y a un pendant à ma question, oui. Je vous le laisse pour tout de suite après. Oui. Moi, je pense honnêtement, Hakim. Que Hakim plutôt. Moi, je te connais. Oui, j'avais bien compris. Mais les auditeurs et les téléspectatrices. Voilà. Donc, pour cette question particulièrement, d'abord, elle est valable pour aussi tous les produits céréaliers. Je m'inscris et je comprends et je préfère dire l'excès. Je préfère dire lutter contre le gaspillage. Je préfère dire beaucoup d'autres choses. Et je préfère aussi dire, d'abord, on dit qu'on détient le record de la consommation en chiffres. Mais je préfère aussi qu'un travail sera engagé pour le modèle de consommation. Quel est notre modèle de consommation? Quel type de consommation? Nous avons des chiffres. Nous consommons tant de millions de tonnes de pain et nous jetons l'équivalent de 350 millions. En fait, il faut d'abord commencer par le commencement. Il faut d'abord commencer par des modèles de consommation. Il faut commencer par les enquêtes de consommation. À mon avis, je ne pourrais parler de rationaliser, de dire il faut tirer un peu. D'abord, arrêtons un moment, faisons un break, évaluons, mettons en place des stratégies de modèles de consommation, d'enquête de consommation. On pourra effectivement que mesurer un peu, mettre sur la balance pour dire on est tout près, on est loin, on est en excès, et à ce moment-là, effectivement, en tous les cas, le temps nous a appris au moins une chose. Par moment, pour des impératifs économiques, on colle et on cadre des impératifs de santé. Je pense qu'il faut faire attention. Il faudrait prendre du recul. C'est une question éminemment scientifique et technique. Hamid Hamdan, en préparant cette émission, j'ai un peu discuté avec des éleveurs. On a entre autres parlé de prix. Alors, en gros, je vais vous la faire courte. Une vache, une laitière, c'est entre 300 000 et 500 000 dinars. Une chèvre, c'est entre 45 000 et 60 000 dinars pour le meilleur de la race caprine. Et un fait indiscutable, les bienfaits du lait de chèvre sur l'organisme humain. Elle en est où aujourd'hui, la filière caprine en Algérie? Tout simplement, la filière caprine, je le dis en toute honnêteté, la filière caprine mérite d'être reprise, mérite
d'être reconstruite fondamentalement. C'est vrai que nous avons connu un élan pour la filière caprine. Et je sais que vous n'étiez pas étranger à cet élan à l'époque. Absolument, absolument. J'étais toujours sur ce dossier, début de ma carrière, ça fait 30 ans quand même. C'est vrai qu'il y a eu une déperdition en cours de route. C'est vrai qu'il y a eu, il n'y a qu'à se demander aujourd'hui, où sont nos grandes fermes caprines? Où sont nos fermes pilotes caprines? Qui étaient des fleurons, Marouat, Tizi Ouzou, etc. Et j'en passe. Je pense que c'est un dossier que nous reprenons aujourd'hui, que nous nous inscrivons aussi bien sur l'axe de développement de la filière lait, mais beaucoup plus dans le programme que nous appelons le programme montagne, le programme des zones typiques, le programme des zones rurales, sous différentes formes. Mais elle est à reconstruire, elle est à reprendre la filière caprine. Complètement. Mais à côté, faudrait-il qu'il y ait des opérateurs qui s'inscriront dans la valorisation. L'expérience nous a montré aujourd'hui, ça servira presque à rien de rester à produire et à développer des filières, c'est à côté, en aval, ça ne suit pas. Il restera toujours un produit à caractère traditionnel, combien même sur le plan économique et sur le plan santé, son intérêt est indéniable. Il est indiscutable. Indiscutable. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps qu'on travaille sur tous les axes en même temps. Le temps on disait, il faut produire, on verra après, je pense qu'il est révolu. Aujourd'hui, quand on a une stratégie sur un produit donné, il faut le voir de l'amont à l'aval, il faut bien le situer, il faut bien regarder ses débouchés, il faut bien voir sa place dans l'économie, il faut bien qu'il y ait des enquêtes de consommation, il faut bien qu'il y ait des études de consommation pour pouvoir travailler sur une filière en intégré, une filière économique, une filière qui touche et qui stabilise les producteurs. Parce que sinon... Ben justement, sur les grands projets, rassurez-moi. Je me souviens d'un méga projet initié du temps de Bouteflika. Les fermes géantes d'élevage de vaches, notamment avec les Américains. C'est du passé. Je rappelle qu'il s'agissait de véritables usines et parfois avec des méthodes pas très orthodoxes d'élevage des bestiaux. Et puis en plus, on avait voulu les implanter de manière forcée et sauvage dans des endroits qui n'étaient peut-être pas nécessairement aptes à les accueillir, ni du point de vue de l'environnement, ni du point de vue d'ailleurs du consommateur. Oui. Ces projets-là, c'est du passé? C'est vraiment du passé. Je parle des fermes où c'était 500 et 1000 voire plus vaches. Non, non, 500 et 1000, ça reste des tailles très très acceptables. Moi, les projets dont vous parlez, Ah, c'était plus. Je rappelle qu'on parlait, à un moment, on parlait de 20 000, 30 000 vaches. Par ferme? Par ferme. D'accord. On parlait, ceci étant dit, c'est pas interdit. Mais... À vous de me dire qu'est-ce que ça présente comme inconvénient. Je dis, l'inconvénient, il faut le situer sur le plan environnemental, il faut le situer sur le plan de la faisabilité économique, il faut le situer sur le plan de la fragilité des écosystèmes. Les rejets. Ça, c'est le plan environnemental. Voilà. C'est un peu, quand je dis le plan environnemental, je ne peux pas rentrer dans le détail, faudrait-il qu'on ait beaucoup plus de temps, mais disons, il n'y a qu'à voir l'expérience aujourd'hui. Il y a dans le monde des pays qui se sont investis. Pour certains, ça a marché. Pour d'autres, on commence déjà, depuis quelques années, à voir un peu les conséquences néfastes de ce type de projet. Donc, pour nous, aujourd'hui, je dis que pas tellement la taille, parce que quand on dit 500 000 vaches, c'est une taille à caractère industriel tout à fait acceptable, même sur le plan économique. Très bien. Mais quand on va sur des méga projets de ce type, il faudrait les caler avec la nécessité foncière. Et quand on parle de la nécessité foncière, il y a la condition des ressources hydriques. Et quand on est sur des écosystèmes qui soient sur les hauts plateaux et plus particulièrement dans le sud, nous sommes sur des écosystèmes très fragiles. Donc il faut en détresse hydrique. Absolument. Il faut voir ces projets en tenant compte de tous ces éléments pour déterminer à quel niveau ils doivent être et ils sont susceptibles d'être faisables. Et non pas comme ça d'y aller avec le gigantisme. En tous les cas, moi je suis pas tout à fait pour le gigantisme. Surtout pas sur la base d'une décision politique. Absolument, bon, absolument. Si vous le permettez, je reste encore un instant sur les élevages et les préoccupations des éleveurs. L'ONAB, l'Office national des aliments du bétail, s'est engagé à couvrir les besoins du marché national avec un produit alternatif.
L'objectif affiché, clairement affiché, c'est baisser les prix de l'orge et donc par ricochet limiter les importations. Alors, question, expliquez-nous en quelques mots en quoi consiste ce produit alternatif et puis surtout, prévoyez-vous justement une baisse, une réduction de cette facture en 2021? Alors, le produit alternatif, c'est quoi? L'ONAB est tenu de mettre sur le marché au moins 3 types de produits. Il y a un produit qui est fait sur la base du maïs, et vous savez très bien que nous sommes importateurs de maïs, et fortement importateurs de maïs. Et je rajoute que le maïs, compte tenu du Covid, ses prix ont flambé. Ils ont même atteint un moment plus de 50-60%. Donc vous vous imaginez un peu, l'importer à ce prix... Prohibitif. Il pèse fortement dans la constitution et le prix de l'aliment. 1. 2, nous avons dit qu'il faut faire un produit aussi alternatif sur la base d'orge. L'orge, je rappelle qu'on a une bonne couverture au plan national, exceptionnellement cette année. Cette année, compte tenu d'un certain nombre d'indicateurs ou d'ALIA, habituellement, on avait toujours eu 3,5 millions, 4 millions de tonnes, plutôt de quintaux, que l'OAIC réceptionnait et qui, à son tour, à travers l'ONAB ou d'autres coopératives, soit produisait de l'aliment, soit le donnait en brut. Cette année, nous étions à moins de 500 000. Vous voyez l'écart. Quand bien même c'est le cas, on a demandé à l'ONAB de faire un produit à base d'orge, mais qu'il soit compétitif. Le troisième produit, c'est un dispositif nouveau. Ça fait là 15 jours maintenant, 10 jours. Mais ça va, donc on l'annonce en exclusivité ici. Absolument. Donc c'est un dispositif nouveau. Quand au ministère de l'Agriculture, on a vu que le produit est issu de meunerie, ce qu'on appelle communément le sang. Le sang est issu d'une matière première noble, qui est le blé, oui, soit dur, soit tendre. Encore mieux, ce blé, il est donné en subvention, donc il est donné en soutenu. Très bien. Il s'avère qu'en sortie, cet issu de meunerie coûtait 2 fois plus, ou presque, le produit noble. Ce qui est un non-sens. Qui paye l'ardoise et la facture, c'est les éleveurs. On a intervenu au ministère de l'Agriculture et de 1, par une note circulaire à l'ensemble des Wali et au ministère du Commerce pour dire basta. Il faut qu'il y ait des comités mixtes qui sortent, qui verbalisent et qui pénalisent. Ça, c'est de la spéculation qu'on ne pourra pas accepter. D'autant plus qu'il y a un dispositif qui remonte aux années précédentes, qui fixe un peu aussi bien le coût que les bénéficiaires. On se retrouve sur un marché complètement spéculatif. Nous sommes intervenus dans un premier temps par ça, et dans un deuxième, une semaine après, un nouveau dispositif, s'agissant du sang, est mis en place. Il est maintenant en cours de mise en œuvre. Les Walis sont en train d'installer ces commissions. Il consiste en quoi? 1. 30% des issues de meunerie doivent revenir à l'ONAB. Elle les récupère. Elle les récupère et qu'elle puisse les réintégrer dans un aliment complet et qui ne coûterait pas cher. Ça, ce fameux produit alternatif. Ce fameux produit alternatif. 2, on a élargi la gamme, les systèmes d'avant, orienter cet aliment uniquement vers les éleveurs laitiers. C'est-à-dire ceux qui détiennent du bovin. Aujourd'hui, on a dit non, il n'y a pas de raison. Si on veut aller dans le développement des autres filières, il faudrait-il toucher toutes les espèces animales. C'est ce qui a été fait. On avait dit à un moment que dans l'ancien dispositif, qu'il n'y a que les coopératives, que les éleveurs organisés qui pourraient en bénéficier de ce produit. On a dit non. Pourquoi voulez-vous? Coopérative, c'est une adhésion volontaire. C'est bien. Il faut qu'on y aille dans les systèmes coopératifs. Mais vous avez des typologies. Vous savez, quelqu'un qui a 4 chèvres, 5 chèvres, il est à 1200 mètres d'altitude, il n'est pas l'obligé pour avoir du sang à être constitué dans une coopérative. Nous avons élargi, nous avons cassé ça et nous avons aussi mis, je pense que c'est l'indicateur le plus important, nous avons dit que le sang ne dépasserait pas 1500 dinars. D'accord, il y a un plafond, il a été plafonné. Il a été plafonné. D'accord. Donc voilà un peu le dispositif et la nouvelle alternative. Le 29 novembre dernier,
des professionnels de la filière viande rouge, interrogés par mon collègue du Soir d'Algérie, Halim Benyeles, ici même, ont affirmé que leur filière connaissait un surplus de production. Vous vous rappelez en début d'émission que vous me parliez des surplus de production. Oui. Donc ils disent on a un surplus de production, demandant dans la foulée que le ministère lève des contraintes et leur facilite l'accès à l'exportation de cette viande rouge algérienne. Alors là, Abdelhamid Hamdan, moi je vous avoue que ça me pose un problème. Pourquoi ? Peut-être parce que je ne suis pas spécialiste, sûrement même. D'où ma question, je la pose à un spécialiste. Avez-vous d'abord reçu leur doléance, celle des producteurs de viande rouge locale? Oui. Et puis ensuite, comment expliquer à une tête dure comme moi que des professionnels de la filière viande rouge locale veuillent exporter alors que l'Algérie importe ces viandes rouges, notamment dans les moments, dans les périodes dites de tension? Alors d'abord, les éleveurs, la corporation des éleveurs qui restent avec qui je me réunis très souvent, ça fait pas 10 jours, j'étais avec eux, et on travaille dans un cadre de concertation parfaite, pleine et entière. Pour cette question des viandes, il faut d'abord savoir que nous avons depuis un mois et demi, créé un marché pour ces éleveurs. Créer un marché comment? Il n'y a plus d'importation de viande, qu'elle soit fraîche ou congelée. Vous pouvez le répéter parce que ça c'est important dans l'imaginaire et dans le vécu des Algériens et des Algériennes. Il n'y a plus d'importation de viande, ni fraîche, ni congelée. D'accord, c'est acté. Priorité pour la production nationale. 1. 2. Ils savent très bien, comme je le sais moi, qu'on a un potentiel hautement exportable en termes de viande. Très bien. Mais maintenant, pour exporter de la viande, il y a des pays qui ont des normes. La norme HACCP est indiscutable. J'avais dit à mes amis et corporations, et c'est un dossier sur lequel nous travaillons, je dis nous avons 3 ou 4 méga abattoirs ultra modernes qui répondent aux normes internationales et qui tournent dans le meilleur des cas à 30, 40, voire moins %. De leur capacité. De leur capacité. Si ces abattoirs devraient tourner et qui doivent s'orienter, eux, à travers ce qu'ils reçoivent comme cheptel, vers l'exportation. Le couloir de congélation, les normes techniques, les normes HACCP sont dans ces abattoirs. Faudrait-il qu'on trouve, et on est en train de travailler dessus, une triangulaire. C'est quoi la triangulaire? Il y a l'éleveur, il y a l'office de l'aliment, il y a l'abattoir. Donc, un accord, un travail en commun est en train de se faire. Bon, il faudrait que c'est des intérêts des fois, il faut de la concertation et de la discussion, mais en tous les cas, le but étant, c'est que on doit faire optimiser ces unités de production. Pas uniquement dans le souci économique ou social, en termes d'emploi, mais beaucoup plus quand on vise l'exportation, on vise la qualité et on vise le côté sanitaire surtout. Donc il faudrait que ces viandes rentrent, il faudrait que ces moutons rentrent, passent par l'abattoir. Et juste après, vous avez l'aliment. Donc, aliment égale carcasse. Et au bout, vous avez un produit qui sort par l'abattoir qui est HACCP, aussi bien pour le marché local que pour l'export. Qui est labellisé à l'export. Qui est labellisé à l'export. Donc, c'est un travail de longue haleine. Deuxièmement, l'indicateur pesant dans une opération d'exportation, c'est quoi? On vous dit, c'est quoi votre traçabilité? C'est quoi la traçabilité de ce produit? Alors, si on a une chaîne qui est rompue à un moment, et la chaîne la plus importante, si elle est rompue, vous voulez exporter comment? Donc, faudrait-il qu'on travaille sur ce dossier? En tous les cas, nous avons commencé à travailler dessus. Moi, j'ai eu à avoir la Fédération des éleveurs et leurs associations à plusieurs reprises. On s'entend sur le principe, et c'est bien parce qu'il s'agit d'un intérêt, pas uniquement du pays, mais c'est l'intérêt de la filière elle-même. Il faut jouer sur les prix, il faut jouer sur la compétitivité, il faut jouer sur la qualité, il faut jouer. Donc là, nous avons pensé à cette triangulaire, mais en tous les cas, première action, le marché est à la production nationale. D'accord. Le message, et surtout,
il est entendu, perçu par eux après le rappel. Je sais que dans votre plan de développement de l'agriculture, il y a un projet auquel vous tenez plus particulièrement. C'est comme qui dirait votre petit bébé. L'identification du cheptel et la digitalisation du secteur. Ça en est où aujourd'hui? Ben en fait, elles sont liées. Hein. Les deux questions sont liées. Parce que quand on parle d'identification, il faut passer à une carte. Les puces et les... Voilà, c'est avec les puces, il y a tout un logiciel. Il y a eu un projet que nous avons eu conjointement dans le cadre de la mise en œuvre des accords avec l'Union européenne, etc. Bon, c'est un projet qui est resté pendant 2 ans. Il faut former nos équipes, etc. Aujourd'hui, on en est au démarrage. Je le dis, peut-être que là aussi, c'est la première fois que j'en parle, parce que c'est la première fois qu'on me pose. Ah, mais moi j'aime bien quand c'est la première fois que vous parlez de vos projets ici, dans LSA Direct. Donc, pour cette digitalisation, pour cette numérisation, pour cette identification numérisée, donc il y a 2 wilayas pilotes qui ont été ciblés. C'est une opération complexe. C'est une opération qui nécessite de la maîtrise. On parle de géolocalisation. De logiciels adaptés, de formation personnelle, etc. Donc nous avons formé un certain nombre de cadres pendant 2 ans. Nous avons mis en place au niveau de 2 wilayas les 2 logiciels. C'est quel wilaya? C'est Béjaïa et Tlemcen. D'accord. Le 1er octobre, ça a été la date de lancement de ce projet. Nous nous sommes dit... Nous allons diagnostiquer, maîtriser très certainement peut-être certains problèmes pour lesquels on n'avait pas prévu. On va bien diagnostiquer, bien suivre cette opération. Jusqu'à aujourd'hui, ça se passe plutôt bien. Bien sûr, il y a toujours des surprises de logiciels, de maîtrise. C'est nouveau pour nous, c'est de la puce, c'est de l'électronique, c'est de la traçabilité, c'est du numérique. Très bien. Mais nous avons lancé au niveau de ce wilaya dans la perspective de les généraliser à partir de l'année prochaine. On va aller crescendo. Ce n'est pas des opérations où nous avons tellement le droit à l'erreur. Hein? Parce qu'il y a le côté statistique, c'est bien, parce que là on aura des statistiques vraiment fiables, mais il y a aussi, surtout, le côté sanitaire et mouvement de cheptel. Mouvement des troupeaux. Et mouvement des troupeaux. Donc mouvement de cheptel et aussi côté traçabilité. Nous saurons à ce moment-là, il vient d'où, il est parti où, qu'est-ce qui s'est passé en cours de route, elle a vélé, elle est passée à l'abattoir, elle a ceci, elle est... Donc, on aura tout ce cheminement, c'est de la haute technologie, j'en suis très content que ça soit fait de mon temps, parce que c'est quelque chose sur laquelle je travaille depuis des années, même quand j'étais simple ingénieur en tous les cas, et bien c'est bien que cette opération a connu le jour. Je ferai tout, on fera tout au ministère de l'Agriculture pour que ça se généralise. Je note juste au passage que vous êtes quand même sur 2 gros morceaux et on vous suivra, on vous recevra peut-être dans une autre émission. Vous êtes sur la cartographie détaillée, donc moi je couple les deux. Hein, et donc le suivi du cheptel par géolocalisation et par numérisation. Décidément donc un programme de relance très ambitieux et j'y ai lu entre autres relance des coopératives agricoles. Alors, je vois d'ici ceux qui n'ont peut-être pas gardé un très bon souvenir des villages agricoles socialistes de l'époque, s'arrachaient un peu les cheveux, même si dans mon imaginaire à moi, les villages socialistes, c'était pas qu'une tare, au contraire, dans l'esprit, c'était quelque chose de bien. Mais bon, c'est pas le sujet aujourd'hui. Dites-moi, on n'est pas sur un retour au CAPCS à travers votre projet de coopérative agricole, c'est autre chose? Pas du tout. Allez-y, expliquez-moi. Du tout, ça c'est pas du tout, on ne revient pas au CAPCS. Combien même le CAPCS, si on contextualise le temps, elles avaient un rôle prépondérant. Absolument. Hein, donc, bon, c'est peut-être pas la discussion d'aujourd'hui. En tous les cas, les coopératives, c'est quoi? C'est plus une forme d'organisation. Qu'est-ce que nous assistons encore aujourd'hui dans le monde? Je vous donne un exemple. Quand nous importons de la poudre de lait, par exemple, nous importons d'où? Nous importons des coopératives. Ouais. Mieux, nous importons des coopératives familiales, s'il vous plaît. Donc la coopérative est une forme d'organisation. Pourquoi? C'est pour que les intérêts des agriculteurs et des éleveurs soient de mieux en mieux sauvegardés. Aujourd'hui, quand on a un excédent de pommes de terre, individuellement, c'est un problème. Il faudrait que l'État intervienne à travers des opérateurs économiques pour essayer de stocker cette pomme de terre. Des fois, le marché est porteur, des fois, le marché n'est pas porteur. Mais si vous avez un système de coopérative, des producteurs de pommes de terre, la semence, il l'a là-bas. Le stockage, il l'a là-bas.
La transformation, elle est là-bas. L'exportation, s'il vous plaît, peut se faire de la coopérative. L'importation, même la coopérative, pour un besoin d'intrants ou de variétés que nous n'avons pas, la coopérative, dans l'intérêt de ses coopérateurs, dans l'intérêt de ses agriculteurs, pourra le faire. Tout simplement, ce que je veux dire, c'est pour que l'agriculteur se concentre sur son acte de production. Il ne devrait pas se concentrer et se soucier sur la commercialisation, sur le stockage, sur la transformation ou combien même sur le marché. Il a une fonction de produire. Et c'est comme ça qu'on pérennise ses fonctions et c'est comme ça qu'on pérennise ses métiers. Donc nous sommes venus avec ce texte, d'abord on l'a toiletté. Hein. Je rappelle qu'à un moment, le texte des coopératives, il était dit que on n'a pas le droit de créer plus d'une coopérative de même nature dans une même daïra. Ah, on était en 96 quand même. La question reste posée aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi cette vouloir limite toujours penser à la place des autres? Pourquoi? Ils peuvent créer 100, 50, certaines grandiront, d'autres disparaîtront. Ah oui, c'est le marché. Ça revient à un réflexe chez nous ancestral. Vous avez un stade avec 260 guichets, on n'en ouvre que 2. Vous avez un aéroport avec plusieurs arrivées, on n'en ouvre qu'une. Voilà, bon, juste une petite parenthèse. On en a fait de ça de l'histoire ancienne. Alors, pour créer une coopérative, c'est le mefl agba, comme on dit. Ouais. Non, un dossier comme ça, une assemblée générale, il faut. Non, 5 agriculteurs peuvent s'entendre, créer une petite assemblée, faire un statut chez le notaire, faire leur coopérative. Donc, on a un peu débureaucratisé, au lieu, pour ne pas dire autre chose, ce texte de coopérative, on l'a simplifié et on a donné plusieurs types de coopératives. Coopérative de services, coopérative polyvalente, coopérative de produits spécialisés et coopérative familiale. Pourquoi pas? Donc, ce texte est venu dans cet esprit d'organisation, mais surtout de défense des intérêts des professionnels. Tant que nos professionnels, que je salue toujours au passage, restent individuellement comme acteurs, ils ne pourront être que vulnérables au gré de beaucoup de choses, de marché, liées aux monnaies, de spéculation. On est dans une autre configuration économique. Aujourd'hui, si le monde se gère en bloc, faudrait-il aussi que notre agriculture s'organise, et elle s'organise en bloc, si ce n'est à travers le système de coopérative. On arrive à la fin de notre émission et cette dernière question. La désaffection des jeunes envers les métiers de la terre. Et là aussi, je crois que vous avez une idée derrière la tête. Peut-être même déjà dans les tuyaux, je ne sais pas, vous allez me répondre. Celle du baccalauréat agricole, oui. Un bac pro filière agriculture. Vous confirmez? Oui, ça je le confirme, et c'est un sujet de 3 ans maintenant, si ce n'est plus. Mais en tous les cas, il est inscrit avec le secteur de la formation professionnelle. Il est inscrit, c'est un dossier qui est aussi inscrit avec le ministère de l'Enseignement supérieur. J'ambitionne personnellement. On vous sent ému quand vous abordez ce sujet. Oui, parce que nous sommes des véritables produits de l'agriculture. Et nous n'avons pas fait l'agriculture par accident. Nous avons fait l'agriculture par envie, nous avons fait l'agriculture par ambition, nous avons fait l'agriculture par conviction. Donc, moi, ça me fait mal quand je vois dans beaucoup de pays, pour ne pas les nommer, où il y a encore le lycée agricole, il y a encore le bac agricole. Je peux les nommer, vous me dites si je me trompe, la Tunisie et le Maroc? La Tunisie et le Maroc, même la France. Moi, j'ai eu à voir un lycée agricole à Montpellier qui était une référence des études agronomiques à Montpellier. Dieu seul sait, Montpellier, quel est son poids dans les sciences agronomiques. Donc je pense, c'est aussi un dossier, on met beaucoup d'autres dossiers liés à la recherche, liés aux énergies renouvelables. L'agriculture aujourd'hui, je pense qu'il faut lui donner un autre visage, une autre vision, une autre conception. C'est une agriculture intelligente, c'est une agriculture moderne. On doit arriver à une agriculture purement scientifique, basée sur des bases scientifiques, de recherche, modernistes, qui utilise les énergies renouvelables, qui forme ses cadres, qui va sur des systèmes de valorisation, qui va sur l'économie réelle, c'est ça l'agriculture à laquelle j'ambitionne, et j'espère pouvoir en faire un parcours
pour la faire. Nous le vérifierons avec vous en vous recevant avec plaisir pour les prochains numéros. Abdelhamid Hamdan, merci. Merci à vous. Merci de nous avoir accompagnés dans ce nouveau numéro de LSA Direct, l'émission d'actualité du soir d'Algérie. Je rappelle que vous êtes ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Vous allez souscrire dans un petit moment au rituel de l'émission, celui du livre d'or. Je vais vous laisser à cette corvée, entre guillemets. Amis téléspectatrices, amis téléspectateurs, merci quant à vous pour votre fidélité. Merci de nous avoir suivis dans ce nouveau numéro de LSA Direct, l'émission d'actualité du soir d'Algérie. Je vous retrouve la semaine prochaine. Rendez-vous est pris. Et si vous venez avec les gestes barrières et les mesures de distanciation physique, ça sera encore mieux.